Le résumé les 10 livres à lire sur l'intelligence émotionnelle d'après Harvard, de Harvard Business Review, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Pour qu'un manager puisse tirer le meilleur parti de ses employés, l'intelligence émotionnelle est essentielle. L'intelligence émotionnelle est une compétence cruciale qui peut vous aider à réussir dans tous les aspects de votre vie. Nous naissons tous avec un certain degré d'intelligence émotionnelle qui peut être développé tout au long de notre vie, ou dégradé par de mauvaises expériences et un manque d'effort. D'un point de vue professionnel, les leaders dotés d'une intelligence émotionnelle élevée peuvent inspirer leurs équipes à se dépasser. Après tout, le but d'un leader est de montrer l'exemple. En étant capable de maîtriser vos émotions, de prendre des décisions solides et de rester stable face à l'adversité, vous serez une source d'inspiration rayonnante pour ceux qui vous entourent. Les 10 livres à lire sur l'intelligence émotionnelle d'après Harvard rassemblent 10 articles qui donnent à réfléchir et qui s'appuient sur les recherches les plus novatrices disponibles. Daniel Goleman, auteur à succès du livre « Ce qui fait un leader », y a contribué, ainsi qu'Andrew Campbell, auteur du livre « Pourquoi les bons leaders prennent de mauvaises décisions ». Rassemblés par la Harvard Business Review, ces conseils pourraient révolutionner les performances de votre entreprise et votre vie personnelle. Nous pouvons tous nous appuyer sur nos forces et nos faiblesses, en nous améliorant et en nous développant au fil du temps. Se concentrer sur l'intelligence émotionnelle vous permet justement de le faire. L'intelligence émotionnelle ne se limite pas à la maîtrise des émotions qui peuvent nous envahir. Elle concerne également la prise de décision, l'empathie, la gestion des arguments, des problèmes et des conflits, ainsi que la capacité à gérer les problèmes en gardant l'esprit tranquille. Ainsi, l'intelligence émotionnelle vous permet de comprendre vos points forts et vos points faibles. Tout cela vous aide à atteindre vos objectifs ultimes dans la vie et dans les affaires. Le saviez-vous? Selon la théorie des émotions de Plutchik, il existe 8 émotions principales. La joie, la confiance, la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère et l'anticipation. Ces émotions sont disposées sur une roue où les oppositions directes se font face. Cette théorie nous aide à identifier les émotions et à gérer les réactions intenses, ce qui permet de développer notre intelligence émotionnelle. Point clé 2. Travaillez sur les 5 éléments de l'intelligence émotionnelle pour améliorer vos performances. Que faut-il pour devenir un grand dirigeant? Tout au long de l'histoire, il y a eu des grandes réussites et des échecs retentissants. Certaines des personnes les plus intelligentes et les plus expérimentées ont été promues à des postes de direction et ont échoué de manière spectaculaire. Comment cela a-t-il pu arriver? Daniel Goleman, auteur-collaborateur, suggère que cela est dû à un manque d'intelligence émotionnelle. Au fil de ces années de recherche, Daniel Goleman a découvert que l'intelligence émotionnelle est 2 fois plus importante que toute autre compétence ou atout pour mener une équipe au succès. Chaque situation nécessite en effet un type de leadership légèrement différent, mais le thème commun est toujours l'intelligence émotionnelle. Sans elle, vous ne parviendrez jamais à atteindre vos objectifs. Un leader est une personne qui inspire et dirige une équipe de personnes. La capacité à comprendre leurs sentiments et leurs motivations est un élément crucial de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle se compose de 5 éléments. 1. La conscience de soi. 2. L'autorégulation. 3. La motivation. 4. L'empathie. 5. Les compétences sociales. La conscience de soi vous permet de faire le point sur vos forces et vos faiblesses et de comprendre comment vous pouvez vous améliorer. Cela signifie également que vous pouvez reconnaître vos émotions quand elles se manifestent et éviter de réagir de manière inappropriée. Elle est également liée à l'autorégulation, qui consiste à contrôler ses émotions, ses humeurs et ses impulsions. Une personne dotée d'une intelligence émotionnelle élevée est également susceptible d'être plus motivée par le simple fait d'accomplir quelque chose de grand. Elle est capable de se mettre à la place des autres et de faire preuve d'empathie, ce qui en fait un excellent leader. Enfin, elle peut faire preuve de compétences sociales très développées, ce qui lui permet d'établir des liens et de nouer des relations solides avec son entourage. Nous pouvons tous nous améliorer, mais d'abord, il faut que nous soyons ouverts aux critiques constructives et aux retours de nos collègues et de nos mentors. Point clé 3. Un bon leader garde sa mauvaise humeur en dehors du lieu de travail. Chaque jour, nous ressentons une série d'émotions qui constituent notre humeur générale. Parfois, nous nous réveillons de bonne humeur. D'autres fois, nous nous levons du pied gauche. En fin de compte, ça dépend de ce qui se passe dans la vie à ce moment précis. Toutefois, un leader de qualité ne peut pas se permettre de laisser sa mauvaise humeur s'installer sur le lieu de travail et affecter la manière dont il dirige son équipe.
Daniel Goleman, Richard Boyatzis et Annie Mackie, qui sont les co-auteurs du livre Le leadership primal, le moteur caché d'une bonne performance, s'accordent à dire que la capacité à contrôler ses émotions et ses humeurs est la pierre angulaire d'un leadership de qualité. La mauvaise humeur est aussi contagieuse que la grippe. Un leader qui est constamment de mauvaise humeur va faire du lieu de travail un endroit hostile en général. Un manager qui est régulièrement irrité et constamment de mauvaise humeur ne mettra pas à l'aise un employé. Il ne voudra pas l'approcher pour lui soumettre un problème ou une idée. L'ensemble de l'équipe ressentira probablement la même chose, et rapidement, le moral chutera, entraînant avec lui la productivité. En revanche, un manager capable de garder ses états d'âme en dehors du lieu de travail est plus accessible aux employés. Nos recherches ont montré qu'un niveau élevé d'intelligence émotionnelle crée un climat propice au partage d'informations, à la confiance, à la prise de risques sains et à l'apprentissage. Au contraire, un faible niveau d'intelligence émotionnelle crée des climats où règnent la peur et l'anxiété. Daniel Goleman, Richard Boyatzis et Annie Mackie. L'idée selon laquelle diriger ses équipes avec une main de fer crée des employés disciplinés et travailleurs ne fonctionne que pendant un court laps de temps. Un employé qui se sent tendu ou sous pression peut s'en servir comme motivation à court terme, mais ce n'est pas viable à long terme. Il est bien plus productif de créer un environnement positif et ouvert dans lequel les employés peuvent s'épanouir. Il nous arrive à tous d'avoir des mauvais jours, alors comment un leader peut-il éviter que ses états d'âme n'affectent ses performances au travail ? En développant un leadership émotionnel, c'est-à-dire en étant plus conscient de ses émotions et de ses humeurs, et en comprenant l'impact qu'elles ont sur les personnes qui l'entourent. En gérant soigneusement votre vie personnelle, vous éviterez plus facilement les actions et les humeurs négatives qui affectent votre vie professionnelle. Point clé 4. Tout le monde peut prendre une mauvaise décision, mais les managers doivent s'en prémunir. Personne n'est à l'abri d'une mauvaise décision de temps à autre. Cependant, une mauvaise décision peut entraîner des millions de dollars de pertes de revenus pour un PDG ou un propriétaire d'entreprise. Certains des plus grands hommes d'affaires de l'histoire ont commis d'énormes erreurs qui leur ont coûté cher. Mais pourquoi ? L'ouvrage « Pourquoi les bons leaders prennent de mauvaises décisions » d'Andrew Campbell explore cette question cruciale. Pour comprendre pourquoi certaines des personnes les plus intelligentes prennent de mauvaises décisions, il convient de comprendre comment le cerveau prend ses décisions en premier lieu. Les dirigeants doivent prendre des décisions importantes, mais nous oublions qu'ils sont des êtres humains qui commettent aussi des erreurs. Le cerveau utilise deux processus particuliers pour prendre une décision: la reconnaissance des schémas passés et l'étiquetage émotionnel. Ces deux processus font appel aux expériences antérieures, au jugement et aux souvenirs de la personne pour parvenir à une conclusion sur ce qu'il convient de faire. La plupart du temps, il s'agit d'un bon processus, mais quand les enjeux sont importants, la décision peut être affectée par les gains de la personne, les émotions fortes et les souvenirs qui sont déformés dans son esprit. En d'autres termes, la prise de décision peut être un processus truffé d'erreurs. Dans ce cas, comment les managers peuvent-ils se prémunir contre ces risques et augmenter la probabilité d'une bonne décision ? L'équipe de direction qui entoure le décideur doit être consciente de ses forces et de ses faiblesses dans des domaines spécifiques. Les décideurs devraient également demander conseil à leur entourage, plutôt que de prendre des décisions rapides et de se lancer directement dans l'action. Cela permet de réduire les risques d'une mauvaise décision tout en renforçant la cohésion de l'équipe. Les groupes de discussion sont une bonne option pour les prises de décisions importantes. Ils rassemblent les compétences et l'expertise de plusieurs personnes et augmentent les chances d'un résultat positif. Point clé 5. L'impolitesse peut se payer le prix fort sur votre lieu de travail. Nous avons tous déjà été confrontés à un employé impoli. Cette expérience vous a-t-elle donné envie de retourner dans ce magasin ou ce bureau et de lui donner votre argent ? Probablement pas. Le livre de Christine Porat et Christine Pearson appelé « Le prix de l'incivilité » explore le fait que quand une personne est traitée de manière impolie ou sans respect, les ramifications affectent tout le monde autour d'elle. Au sein d'une entreprise, le moral est essentiel. Si un directeur traite mal ses employés, cela aura une incidence sur leur volonté de travailler. En fin de compte, pourquoi devriez-vous travailler dur pour un manager qui vous insulte, vous manque de respect ou vous critique constamment et inutilement ? Des études ont montré que les employés font preuve de moins de créativité quand ils ont l'impression d'être maltraités. Nombre d'entre eux mettent simplement moins d'efforts à la tâche car ils ne voient pas pourquoi ils devraient en faire davantage. Traiter vos employés avec respect et gentillesse ne vous coûte rien. Ainsi, ils seront plus volontaires dans leur travail d'entreprise. Il est également vrai que quand un client est traité avec impolitesse, il est moins susceptible de revenir dans l'entreprise
est plus susceptible de parler de son expérience à ses amis et aux membres de sa famille. Tout cela peut être extrêmement néfaste pour une entreprise et entraîner un important manque à gagner. Tout le monde doit être davantage conscient de la manière dont il traite son entourage. Cependant, d'un point de vue managérial, l'accent est à nouveau mis sur l'intelligence émotionnelle. Une partie de ce concept consiste à traiter les autres avec empathie. Alors, comment les managers peuvent-ils améliorer ce point? Les managers doivent servir de modèle à tous les membres de l'entreprise par la manière dont ils traitent les autres. Ils doivent également écouter les idées et les questions des employés et toujours faire ce qu'ils s'engagent à faire. Pour ne jamais se tromper, il suffit de faire preuve de respect à l'égard des employés et des clients. Au sein de l'entreprise, il est possible de punir les employés qui font preuve d'impolitesse ou de manque de respect, tout en découvrant la vérité sur la culture de l'entreprise. Cela peut se faire par le biais d'enquêtes anonymes auprès du personnel ou en demandant l'avis d'anciens employés. Il n'est pas facile de savoir ce que ressentent les employés si vous ne le leur demandez pas. Sollicitez des avis et écoutez les suggestions si vous voulez être le meilleur manager possible. Point clé 6. Le développement de l'agilité émotionnelle est la clé de la réussite des entreprises. Tout au long d'une journée, nous avons tous d'innombrables pensées et prononçons de nombreux mots. Certaines de ces pensées et commentaires contribuent à un changement positif, tandis que d'autres sont inutiles et ne font qu'instiller de la négativité. On nous dit qu'il faut repousser nos pensées négatives et faire de notre mieux pour les ignorer, mais ce n'est pas dans la nature humaine. Les pensées négatives peuvent être transformées en quelque chose de positif, et ainsi, vous contribuez à créer un état d'esprit plus positif en général. En essayant d'ignorer vos pensées négatives, vous ne ferez que vous enfermer. Essayez plutôt de développer votre agilité émotionnelle. Tout le monde a des pensées négatives et positives tout au long de la journée. Travaillez sur celles qui sont utiles et recadrez celles qui ne le sont pas. L'agilité émotionnelle est la capacité à gérer ses pensées et ses jugements dès qu'ils viennent à l'esprit et à ne pas agir immédiatement en conséquence ou à les laisser gâcher toute une journée. Au lieu de cela, laissez-les entrer dans votre esprit et en ressortir en décidant si ces pensées peuvent être transformées en quelque chose d'utile en cours de route. Toutes les personnes en bonne santé ont un flux intérieur de pensées et de sentiments qui inclut de la critique, du doute et de la peur. C'est notre esprit qui fait le travail pour lequel il a été conçu. Essayez d'anticiper et de résoudre les problèmes et d'éviter les pièges potentiels. Suzanne David et Christina Congleton. L'agilité émotionnelle s'apparente à la pleine conscience. Quand vous pratiquez la pleine conscience, vous laissez les pensées entrer dans votre esprit. Vous en êtes conscient, mais vous les observez au lieu de paniquer et de penser que vous devez agir à leur sujet. La première étape consiste à reconnaître les schémas de pensée dans lesquels vous tombez régulièrement. Quels sont les éléments déclencheurs de votre négativité? S'agit-il d'une personne ou d'une tâche spécifique? Ensuite, reconnaissez le problème et faites en sorte de le changer. Il serait utile d'étiqueter également les émotions que vous ressentez. Sans cela, elles risquent de se fondre les unes dans les autres, et vous ne serez pas sûr de savoir ce que vous ressentez ou non. Reconnaissez les moments où vous ressentez de la colère, et dites-le vous intérieurement. Il est également utile de reconnaître quand vous ressentez de la jalousie et de mettre une étiquette sur cette émotion. En comprenant vos pensées et vos émotions, vous pouvez identifier les points à améliorer et passer à l'action. Point clé 7. Ne craignez pas le feedback. Il permet d'apporter des changements positifs. Les évaluations, les revues de développement du personnel, les revues de performance veulent toutes dire la même chose, et elles sont autant redoutées par les employés que par les managers. Les employés pensent que c'est l'occasion idéale pour un manager de les critiquer pour tout ce qu'ils font de mal. En réalité, cet entretien est le moment idéal pour faire des éloges et des critiques constructives. Ces deux éléments aident l'employé à s'améliorer. Les auteurs Jay Jackman et Myra Strauber appellent cela la peur du feedback. Les employés ont l'impression d'être critiqués et les managers s'inquiètent de la réaction, si bien que les deux parties restent silencieuses et évitent d'aborder les problèmes. En évitant tout feedback, une personne et une entreprise se retrouvent bloquées. Prenez le feedback avec la bienveillance qu'il apporte et tout s'améliorera. Le feedback peut être un outil sain et précieux, à condition qu'il soit apporté de la bonne manière. Un grand nombre de renforcements positifs et de rappels des bonnes actions d'une personne fonctionnent très bien pour le motiver, tout comme un petit feedback qu'elle peut utiliser pour s'améliorer. Après tout le monde peut s'améliorer, même le meilleur des managers. Un manque d'intelligence émotionnelle peut amener une personne à considérer les critiques comme une attaque directe contre sa personnalité.
Un manager peut également avoir du mal à formuler des critiques s'il ne sait pas comment les formuler. Il faut aider l'employé plutôt que le contrarier. Plutôt que d'éviter le feedback, il vaut mieux l'affronter de face. Acceptez les commentaires et cherchez un message positif. Soyez honnête sur vos forces et vos faiblesses, et tenez compte de ce qui est dit sans vous sentir attaqué. En fin de compte, le feedback est une occasion de s'améliorer. N'oubliez pas de vous récompenser quand vous vous améliorez et mettez en place un plan d'action pour continuer à développer vos compétences. Apprenez à considérer les commentaires comme une occasion de vous améliorer et non comme un affront direct à votre personnalité. Conclusion du résumé. L'intelligence émotionnelle est totalement différente du QI. Le QI est une mesure de l'intelligence, c'est-à-dire un degré d'intelligence. L'intelligence émotionnelle mesure votre capacité à contrôler vos émotions, à les utiliser à bon escient, à établir des liens avec les autres, à prendre des décisions fermes et à faire preuve d'empathie à l'égard de votre entourage. Un manager d'exception possède une intelligence émotionnelle élevée. Il peut être la personne la plus intelligente du bâtiment, avoir des idées fantastiques et des suggestions qui rapportent de l'argent. Cependant, s'il n'arrive pas à communiquer correctement avec les autres, ses efforts resteront toujours en deçà de la réalité. Un manager donne l'exemple. S'il peut montrer sa capacité à contrôler ses émotions, à exploiter ses forces et à travailler sur ses faiblesses, ses employés feront de même. Apprendre à améliorer son intelligence émotionnelle demande du temps et des efforts, mais c'est un excellent investissement. La première étape consiste à réfléchir en profondeur et à repérer les moments où vous avez laissé vos émotions prendre le dessus. Commencez à être plus conscient des sentiments que vous éprouvez et de ce qui les provoque. Quand vous avez identifié vos déclencheurs, vous pouvez commencer à élaborer un plan pour les minimiser ou les affronter de front et les surmonter. Une entreprise qui ne prête pas attention au rôle de l'intelligence émotionnelle chez un manager est sûre de sombrer tôt ou tard. Des décisions difficiles doivent être prises par les responsables, et l'intelligence émotionnelle peut faire en sorte que ces décisions soient positives plutôt que des erreurs de taille. Aucun type d'autorité ne peut l'emporter sur les aspects positifs de l'intelligence émotionnelle. Essayez ce qui suit. Tenez un journal et identifiez vos déclencheurs émotionnels. À la fin de chaque journée, notez les émotions que vous avez ressenties et tout ce qui s'est passé à ce moment-là. La prochaine fois que vous devrez prendre une décision, ayez le courage de demander d'abord l'avis de quelqu'un d'autre. Soyez ouvert à ce que cette personne aura à vous dire. Cherchez à obtenir du feedback et écoutez ce que la personne a à dire. Plutôt que de vous offusquer, cherchez un message constructif. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.